L'échange que vous allez entendre a eu lieu dans le cadre du développement d'une vidéo que j'ai faite sur des deepfakes sonores d'Emmanuel Macron. Tanguy Alain, qui est maître de conférence, cofondateur du master en droit du numérique à l'Université de Rennes et avocat au barreau de Nantes, répond à nos questions sur ces nouvelles technologies. Sous quelles conditions on a le droit de faire des deepfakes sonores aujourd'hui? Alors, sous quelles conditions on a le droit de faire des deepfakes, sonores? La réalité, c'est que, il y a pas de conditions, particulières. En fait, le deepfake, c'est une technologie et comme toutes les technologies, il y a pas, apparemment, d'interdiction de principe. Donc, tant qu'on n'en fait pas un usage malveillant, il semble que quand même, il y a une forme de liberté, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu entends par usage malveillant? Alors, bah, ça va être vraiment un sujet qu'il va falloir, peut-être, détailler un petit peu, mais c'est vrai que les craintes qu'on va avoir, et que le législateur a déjà eues, c'est tout ce qui va concerner les fake news notamment, ce qui peut éventuellement, chercher à manipuler l'opinion, porter atteinte à l'intégrité, des gens, à la morale, à l'honneur. Toutes ces choses-là vont évidemment être des usages malveillants qu'on va chercher à tempérer. Du coup, vu que c'est une nouvelle technologie, une nouvelle innovation, et cetera, j'imagine qu'aujourd'hui, dans la législation, française, c'est pas vraiment encadré. Donc, vis-à-vis de quoi on peut se rapprocher peut-être d'un encadrement légal vis-à-vis de ces nouvelles technologies qui Alors se développent? c'est vrai qu'on va trouver, à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, on va s'interroger, on va se dire: «Beh, finalement, à quoi ça peut, de quoi on peut faire le rapprochement? Est-ce qu'on a déjà des textes qui pourraient éventuellement être utilisés pour encadrer cette nouvelle techno?» Moi, j'ai identifié là, a priori sur le terrain déjà pénal, à mon avis, il y a 2 textes, en fait, qui peuvent être utilisés. Tu as un premier texte qui encadre en fait tous les montages. C'est l'article 226-8 du code pénal qui te dit, en gros, il faut que toutes les fois où tu fais un montage avec des paroles ou avec des images d'une personne, il faut, bah, déjà soit, avoir obtenu son consentement, et si tu l'as pas obtenu, il faut qu'il y ait une mention qui puisse faire comprendre qu'il s'agit d'un montage. C'est-à-dire que tu peux pas comme ça, diffuser, un montage en faisant croire que c'est la réalité sans l'avoir dit. Et le texte du code pénal, il est assez clair parce qu'il colle quand même, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc quand on fait un montage, il faut indiquer que c'en est un. Donc ça, c'est la première idée. À mon avis, ce texte-là, il est facilement applicable en termes de deepfake. Et la deuxième idée, c'est, en droit pénal, on va aussi sanctionner l'usurpation d'identité. C'est l'article 226-4, tiret 1. Là, c'est pareil, on a une sanction d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. À mon avis, la réutilisation de la voix d'un individu sans avoir obtenu, le consentement, de la personne dont la voix a été reproduite, sans avertir le public et lorsque ça va avoir un but, disons, de nuire à la tranquillité de la personne dont on a repris la voix ou porter atteinte à son honneur, bah, là, on va tomber dans le texte à mon avis. Donc, on a quand même déjà un encadrement qu'on peut faire valoir. Alors ça, c'est pour empêcher les deepfakes. Et est-ce qu'il y a des Ouais. textes justement qui nous permettraient de créer des deepfakes? Je pense notamment par exemple au droit à la caricature. Oui, alors là, c'est plus l'idée que, heu, on va s'installer, disons, on va s'appuyer sur des textes, en fait et des principes, en fait, beaucoup plus généraux, comme la liberté d'expression. Heu, pour moi, le deepfake, ça va être quand même un mode de communication. On fait passer un message sous couvert d'une voix qui n'est pas la sienne, mais malgré tout, il y a un message et ce message, bah, dans nos sociétés, en tout cas, on a la liberté d'expression. Et par conséquent, il y a pas d'interdiction de principe. Je dirais même que normalement dans notre société, c'est le principe de l'autorisation. On doit pouvoir dire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut, sous réserve évidemment, de ne pas porter atteinte et d'abuser de cette liberté. D'accord. Et moi, dans le cadre, par exemple, là où j'ai fait un deepfake d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne, et cetera, où je leur fais un peu Ouais, raconter des blagues, et cetera, ouais. qu'est-ce qui pourrait me dire que j'ai le droit de faire ça et qu'est-ce qui pourrait me dire que j'ai pas le droit de faire ça, justement? Bah, là où tu peux, considérer que tu as une forme d'autorisation de principe, c'est le côté liberté d'expression. Il y a le côté aussi, dans le cadre de ce que tu fais toi plus spécifiquement, pédagogique, sensibilisation, en qualité, d'expert en matière d'intelligence artificielle. Ce que tu fais sur ta, chaîne, c'est l'idée aussi de diffuser un message, d'expliquer comment les choses fonctionnent et donc pour être pédagogue, il faut forcément prendre des exemples et donc là, tu prends un exemple avec des personnalités et comme il s'agit de personnalités, je trouve qu'il y a forcément, une appréciation qui est qui est souple, qui est de considérer que ces personnes étant politiquement exposées,
elles doivent s'attendre à ce que leur voix puisse être reprise, et cetera. En réfléchissant et en préparant un peu, cet entretien, je pensais notamment à la question de l'imitation. Aujourd'hui et depuis toujours, les hommes ont imité d'autres, hommes, notamment, pour l'humour ou pour la satire et on l'a pas interdit sous, couvert de l'humour, sous éventuellement les réserves de porter atteinte à l'honneur et cetera. Mais on sait qu'en matière d'humour, il y a une marge de manœuvre quand même. On peut aller très loin, même dans l'offense quasiment, dans l'humour. Donc, c'est là, moi, où je vois cette possibilité, quoi. Faire parler, heu Elisabeth Borne ou, Emmanuel Macron dans le cadre d'un deepfake, ça a cette vertu pédagogique sur ton site. Après, évidemment, on pourrait être tenté, certains seraient tentés d'aller beaucoup plus loin et de leur faire porter des messages qu'ils n'auraient pas portés et là, évidemment, on va ouvrir une boîte de Pandore et là, on va tomber dans des choses qui seront évidemment discutables lorsque, il y a un message politique derrière, une finalité, une manœuvre, et derrière ça, quoi. Et la différence avec toutes les anciennes formes de satire, on va dire, par exemple, je pense au Guignol, et cetera, qu'il y avait sur Canal+, et cetera. Ouais. Cette différence-là, ou sinon avec Canteloup sur TF1, où il va imiter des Mmh. personnalités publiques, c'est pas Ouais. justement que moi, j'utilise directement des données personnelles sonores d'Emmanuel Macron et de Elisabeth Borne, et là, il y aurait peut-être un problème, parce que ce sont leurs données personnelles. Une voix est une donnée personnelle. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que la grande différence avec l'imitation, c'est que là, on va récupérer une donnée, un timbre de voix, enfin, en tout cas, les éléments, techniques qui vont permettre à l'IA de reproduire la voix et donc là, il y a un changement, c'est vrai, d'un point de vue technologique. On fait plus exactement la même chose, quoi. Heu, on n'est pas vraiment dans l'imitation, c'est-à-dire que c'est pas une performance d'un artiste, c'est, une reproduction technologique d'une donnée personnelle. Donc c'est vrai que là, de ce point de vue-là, il y a un sujet et d'ailleurs, si on évoque la voix en tant qu'attribut de la personnalité, en droit civil, on a des éléments. On a des éléments et l'article 9 du code civil qui, prévoit un principe que, nul, ne peut voir porter atteinte à sa vie privée. Heu, la question est, dans ces sujets-là, il n'y a pas de jurisprudence, hein, aujourd'hui sur ce thème. Est-ce que la voix en tant qu'élément de vie privée, peut être protégé de la même façon qu'on l'a fait pour les images, par exemple, Ouais. ou ouais. Et notamment dans le cadre, là, j'ai réutilisé des discours publics Mmh. d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Et du coup, je me dis, mais si c'est des discours publics de personnalités Ouais, publiques, est-ce que ce ouais. n'est pas une donnée publique? Alors, en fait, je pense qu'il faut, à mon avis, il faut distinguer 2 choses. Il y a la voix en tant qu'élément, de la personnalité et il y a le propos. Et à mon avis, on pourra discuter des 2 choses. C'est-à-dire, à la fois, tu récupères la voix d'un individu en tant qu'élément, de sa personnalité, attribut de la personnalité et à la fois, tu modifies son discours, qui est différent du support, enfin, tu vois? Et donc il y a 2 choses. La modification du discours en tant que tel, bah, il y a moyen, sous le coup, de la satire, de l'humour, à condition de l'invoquer, comme étant un montage, on peut le faire. Je ne sais pas comment encore, nos dirigeants et les personnes qui sont exposées, chercheront éventuellement à interdire, l'usage de leur voix, sous couvert d'éléments de la personnalité. Ça, j'avoue que je ne sais pas encore comment, ça pourrait, être utilisé. Et dans le cadre justement des personnes qui sont décédées, par exemple, je Ouais. pense si je reproduis le discours du général de Gaulle ou de choses comme ça, Mmh. euh, Ouais. comment ça se place tout ça? Parce qu'ils ne peuvent pas porter plainte. Je pense que personne ne peut porter plainte à leur nom sur des éléments de données personnelles. Enfin, comment ça se passe en fait? Ouais, c'est vrai que pour la question des personnalités, décédées, le fait de reprendre la voix d'une personne qui, n'a plus, d'existence et donc aucun droit sur, la texture de sa voix ou sa voix, la question ce serait celle peut-être de ses ayants droit, sa famille pourrait probablement chercher, autour de l'atteinte à, peut-être, la moralité, à l'honneur, selon, le contenu de ce qu'on va lui faire porter et cetera. Mais là encore sur le principe, à mon avis, si on est capable, dans une vidéo ou un fichier, audio de dire: «Attention, c'est un montage» et que le propos dépasse pas, les limites de la liberté d'expression, il y a peu de chances qu'on puisse, reprocher quoi que ce soit. Et il y a la musique donc de Drake et The Weeknd Ouais, qui a été générée par une IA. Ça, c'était bien dit que c'était généré par une IA, etc. Et elle a quand même ouais, été bannie des plateformes pour copyright. ouais. Ouais.
Là, ça touche un sujet que je maîtrise un peu moins parce que c'est le copyright américain et c'est vrai qu'en droit américain, les questions de droit d'auteur sont un peu différentes, de celles qu'on connaît, en droit français. Mais moi, alors déjà, il y a peut-être, un sujet, chez eux, qui consiste à s'interroger sur, j'allais dire la loyauté, d'un auteur, de reprendre, des voix comme Drake et The Weeknd pour, faire «le buzz» entre guillemets et générer du chiffre d'affaires, dessus. Parce qu'il faut quand même, probablement, considérer que ça fait partie du montage. Après nous en droit d'auteur, en droit français, on considère que, constitue, enfin est protégée une œuvre originale. Alors, je ne sais pas si une voix peut être considérée au sens de la propriété intellectuelle comme une œuvre, tu vois? Il y a encore une différence entre la voix, en tant que donnée, vecteur du discours et l'art, l'œuvre créée, la chanson par exemple. Là, j'avoue que enfin mes confrères probablement plus spécialisés que moi en propriété intellectuelle auraient peut-être une idée plus précise, mais je pense qu'on n'a pas de règles, suffisamment claires sur ce texte, cette question. Heu, Est-ce que n'importe qui pour autant peut reprendre la voix d'un artiste célèbre pour faire une prod? J'en suis pas convaincu. Est-ce que pour autant, il faut, l'interdire? Je suis pas sûr non plus. Donc il y a certainement un truc à chercher, peut-être, du côté de la concurrence déloyale, peut-être du côté de ce qu'on appelle le parasitisme, c'est-à-dire s'immiscer dans le sillon de quelque chose pour en tirer des revenus, d'en tirer profit sans avoir, travaillé. Et donc c'est vrai de se dire: «Tiens», un peu comme a fait David Guetta, «Je reprends la voix d'Eminem, je fais un morceau et ça va plaire» et ça a marché en plus, ça a vraiment marché. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de parasitisme en disant: «J'utilise, heu, la notoriété d'un artiste, j'utilise son style et moi, j'ai pas construit ce style, j'ai pas travaillé cette voix, j'ai juste, utilisé une technologie qui va permettre de reproduire intégralement, j'allais dire ce savoir-faire, cette, cette qualité d'artiste». Donc Ouais, là, très, très bon, clair. ouais, on est un peu entre 2 quoi. Et j'ai une autre question. Ouais, En 2008, par exemple, il y a eu les voix américaines des Simpsons qui ont renégocié leur salaire pour 400 000 dollars par épisode. ouais. La voix d'Homer Simpson, notamment. Donc, l'acteur, il a renégocié ça. Est-ce que demain, on peut imaginer des studios de création, justement, qui vont reprendre toutes ces voix et créer des modèles et en fait renvoyer ces gens-là et ils n'auront plus besoin de les payer 400 000 dollars. Est-ce que on peut considérer que vu qu'ils donnent la voix aux épisodes, leur voix devienne une propriété de ces studios Mmh. et donc qui pourraient les virer sans passer, quoi? Ouais, ça, c'est un très, très beau sujet. On est vraiment en plein dans la question du droit d'auteur. Les artistes qui font les voix des personnages comment dire? Protégés par la question de ils interprètent, ils font des interprétations et leur voix d'ailleurs, la voix, d'Homer Simpson n'est pas la voix, de l'artiste en tant qu'individu. Il travaille cette voix et il a construit pour le personnage. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on peut complètement dupliquer cette voix. La question, ce sera celle de comment est-ce qu'on pourra négocier avec ces auteurs, avec ces artistes, ces voix, pour réutiliser leurs voix et effectivement permettre à une machine de produire à fond un certain nombre d'épisodes sans avoir jamais la personne physique qui reproduit en réalité le truc. À mon avis, ce sera une question qui sera celle de comment on rémunère en fait. Il va se poser cette question-là, parce que les auteurs et les artistes qui font des voix, ils vont évidemment pas laisser passer ça et je considérerais normal qu'ils attaquent, un une entreprise qui reproduise leur voix sans leur accord et sans avoir monnayé un droit d'auteur. Alors, ils peuvent attaquer, mais aujourd'hui, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment trop de jurisprudence sur tout ça. Si demain, il y a Ouais. quelqu'un qui fait qui fait ma voix et qui s'amuse à faire des podcasts de ma voix, comment je peux littéralement, genre, porter plainte contre cette personne? Enfin, comment ça se passe? Ouais, alors, bah, tu pourrais, utiliser un certain nombre, de possibilités, comme je te disais, tout à l'heure, déjà sur le terrain pénal, tu as l'usurpation d'identité, la personne qui se fait passer pour toi sans prévenir le public et qui, par le contenu qu'il propose, porte atteinte à ton honneur en racontant n'importe quoi en matière d'IA alors que c'est, ta compétence. Bon, bah, là, tu pourrais,
sur le terrain pénal, engager quelque chose. On aurait aussi sur le terrain civil, la possibilité, en fait, d'engager sa responsabilité. Tout simplement, si tu veux, en droit civil, celui qui commet une faute et qui, par cette faute, cause un préjudice à quelqu'un, doit le réparer en versant des dommages et intérêts. Donc en supposant qu'une personne reprenne ta voix et que, par le contenu qu'il diffuse, te crée un préjudice, ne serait-ce qu'un préjudice moral, tu pourrais attaquer en justice, cette personne. Et comment ça se passe au niveau, des formations justement des juristes, des avocats et cetera? Aujourd'hui, vous avez lancé, des formations, vraiment spécifiques à tout ça? Parce que j'imagine que ça pose plein de questions. Ouais, en fait, bah, nous avec, à Rennes, on a, depuis, 4 ans maintenant le master 2 droit du numérique. Donc on est vraiment très intéressé par toutes les questions que posent les technologies. J'ose pas dire les nouvelles technologies parce que, finalement, les technologies sont sans cesse renouvelées. Mais, voilà, on s'interroge vraiment sur tous les impacts sociétaires, juridiques des technologies. On forme, des, étudiants à toutes ces questions, que ce soit en cyber, sécurité, en cybercriminalité, données personnelles. On essaye d'avoir un panel, de compétences juridiques sur toutes ces questions et autant que possible, on essaye aussi d'avoir un regard technique, mais c'est pas toujours évident. C'est vrai que, c'est hyper important pour les juristes de savoir quand même de quoi on parle. Donc c'est bien d'avoir un regard technique, donc on essaye assez régulièrement de faire intervenir, des techniciens, des, des spécialistes, des experts de la technologie dont on parle. Ça vaut pour les blockchains, ça vaut pour, l'IA, ça vaut pour plein de choses. Et donc, voilà, c'est pas un sujet évident pour les juristes, hein, d'aborder ces questions très techniques, toujours. Et j'ai une dernière question. Imaginons dans un monde très dystopique, pas si lointain que ça, Ouais, on a par exemple, quelqu'un qui perd sa mère et ouais. qui décide de faire un deepfake sonore à partir de tous les messages, vocaux, qu'il a reçus d'elle Mmh. et du coup, il fait un modèle de la voix de sa mère pour, discuter avec elle, par exemple. Est-ce que, donc cette personne, on peut dire que c'est l'ayant droit de sa mère et est-ce que la société, au sens, immoral ou quelque chose comme ça, pourrait faire interdire ça? Ou au final, là, on se trouve dans un total vide juridique et en fait, ça Bah, ne peut ça qu'exister, quoi? dépendrait, certainement de l'usage qui serait fait de, ce, deepfake. Dans l'hypothèse où cette personne fait un deepfake de la personne, qu'il a aimée, sa mère, par exemple, pour, raviver le souvenir ou entretenir ce souvenir et que c'est un usage, j'allais dire totalement personnel. Juridiquement, je vois vraiment pas comment est-ce qu'on pourrait, embêter et ennuyer cette personne qui vit son deuil comme elle peut et la société, je vois pas non plus enfin, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même une société qui est relativement cool, sur, un certain nombre de questions. En tout cas, celle-ci, je vois pas un législateur interdire ce genre de choses. Et à l'inverse, du coup, si par exemple la famille de Johnny Hallyday fait un système où, on peut faire, générer à Johnny Hallyday des messages de bon anniversaire et cetera, alors même qu'il Ouais, est mort, est-ce que là, du coup, ouais. on passe dans une autre étape où, on est toujours dans Bah, ce on pour on pourrait éventuellement discuter de l'intérêt de la chose, peut-être que les fans, seront un petit peu désœuvrés, après ça. En revanche, est-ce que la famille qui décide de le faire pourrait se le voir interdire? J'en suis pas sûr parce que c'est vrai qu'en tant qu'ayant droit, il pourrait probablement, continuer à essayer de faire vivre, la parole de l'artiste, de cette façon-là. Donc après moralement, si c'est pour faire effectivement des messages d'anniversaire, ce serait quand même très discutable. Ce serait dommage d'utiliser cette technologie pour ça, mais ça me paraît faisable Mais quand du même. coup, si une société fait ça avec, des personnes décédées et leur faire générer, des Ouais. messages sans être des ayants droit, on pourrait se dire que sous réserve qu'ils ont utilisé les données personnelles, de personnes pour qui ils sont ayants droit, que là, ça poserait problème, quoi. Bah, c'est ça, ça posera problème toutes les fois où la donnée personnelle sera utilisée sans le consentement, alors évidemment de la personne si, elle est encore vivante et de ses ayants droit si la personne est décédée. Mais la vérité, c'est qu'en matière de données personnelles, c'est pas si simple que ça, la gestion des données personnelles des personnes décédées. On a des textes, hein, qui permettent, aux individus de gérer, leurs données personnelles après leur décès, mais quand on n'a rien prévu,
il y a, des choses qui sont pas encore tout à fait claires, sur ce sujet-là aussi. Ouais, il y a pas de jurisprudence aujourd'hui sur ça? Sur la question de l'usage des données personnelles de personnes décédées, Oui. pas beaucoup, pas beaucoup, il y a eu, quelques, discussions, il me semble, entre, des ayants droit et des grandes plateformes comme Facebook, par exemple, où on a voulu obtenir la suppression, des pages, des personnes qui étaient décédées, avant que les choses se mettent en place et que le droit soit, correctement établi. Il y a eu des sujets. Maintenant, les sujets sont un petit peu moins, enfin ça je crois que ça se traite assez bien quand même. OK, super. Bon, c'était ma dernière question. Est-ce que tu veux rajouter, quelque chose? Non, 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 je te remercie surtout de m'avoir invité, de m'avoir convié sur ta chaîne. J'espère, que le propos, sera utile à toutes les personnes qui verront, cette vidéo. Ah bah, c'était super, super clair. Je vais couper